Alors bonjour Moses. Bonjour Carole, bonjour auditeur de la radio, bonjour à tous et à toutes, bonjour Mrs. Chloé, bonjour Macori et Macorienne, et bonjour à la famille décalée pour tout à l'heure, et bonjour Arnaud Roch Béranger. Bonjour Moses de Paname, cher mordu de littérature de la 91.7 FM, je vous passe mes salutations les plus distinguées. Et donc, aujourd'hui c'est le jour de l'œuvre. Nous allons ensemble partager l'onctueux vin de palme que nous propose Chinua Achebe à travers la narration d'un récit qui prend pied dans l'Afrique ancestrale et prolonge son bras dans les méandres du monde moderne. Le livre de la semaine. Plongez au cœur du livre tous les mercredis et vendredis de 10h30 à 10h55 dans le salon de Marcory. Présentation Aochi Carole et Jay Béranger. Publié en 1958, le roman raconte la vie précoloniale dans le sud-est du Nigeria et l'arrivée des Britanniques à la fin du 19e siècle. Il est considéré comme l'archétype du roman africain moderne en anglais, l'un des premiers à être acclamé par la critique mondiale. Le livre est étudié dans les écoles à travers l'Afrique et il est largement lu et étudié dans les pays anglophones du monde entier. En 1962, ce premier roman d'Achebe a été publié au Royaume-Uni par William Heinemann Ltd. Tout s'effondre est le premier ouvrage de la collection African Writers Series de cette structure. À travers le destin de Okonkwo, un notable de son clan, Chinua Achebe évoque le choc culturel qu'a représenté pour les autochtones l'arrivée des Britanniques chez les Igbo à la fin du 19e siècle et la colonisation du Nigeria par les Britanniques. Presque coupés de l'extérieur, les habitants de la forêt équatoriale pouvaient imaginer un monde à leur image, fait de multiples dieux, de cultes des ancêtres, de rites et de tabous. L'irruption des Européens et de leur religion, le christianisme, bouleverse toutes les croyances traditionnelles, d'où le titre du roman. Cependant, Chinua Achebe n'idéalise pas le passé. C'est parce que son meilleur ami a été victime d'un sacrifice humain que le fils d'Okonkwo rompt avec les pratiques de son village, ouvrant ainsi une brèche dans l'unité du clan. Dans la première partie de l'œuvre, Chinua Achebe met en scène un personnage, Okonkwo, qui est devenu célèbre dans les villages du Miofia pour ses talents de lutteur après avoir battu un lutteur surnommé Amalins et le chat, parce qu'il ne tombe jamais sur le dos. Okonkwo est fort, travailleur et s'efforce de ne montrer aucune faiblesse. Il veut faire oublier le souvenir de son père Unoka, de ses dettes impayées, de sa négligence envers sa femme et ses enfants et de sa lâcheté à la vue du sang. Okonkwo travaille à bâtir sa richesse entièrement seul, car Unoka est mort d'une mort honteuse et ne lui a laissé que de nombreuses dettes. Il est aussi obsédé par sa masculinité et tout petit compromis à ce sujet est rapidement renié. Par conséquent, il bat souvent ses femmes et ses enfants et il est méchant avec ses voisins. Sa volonté d'échapper à l'héritage de son père le conduit à être riche, courageux et puissant parmi les gens de son village. C'est un leader. Il a atteint une position dans sa société pour laquelle il s'est battu toute sa vie. Okonkwo est choisi par les anciens pour être le gardien d'Ikemefuna, un garçon exigé par le clan comme accord de paix entre Umuofia et un autre clan, après que le père d'Ikemefuna ait tué une femme du Miofia. Le garçon vit avec la famille d'Okonkwo et Okonkwo s'éprend de lui, même s'il ne le montre pas son affection. Il considère cet enfant comme un deuxième fils. Le garçon admire Okonkwo et le considère comme un second père. Malheureusement, l'oracle du Miofia finit par déclarer que le garçon doit être tué. Ezeudu, l'homme le plus âgé du village, avertit Okonkwo qu'il ne doit pas participer au meurtre du garçon, parce que ce serait comme tuer son propre enfant. Cependant, pour ne pas paraître faible et féminin aux yeux des autres hommes du village, Okonkwo ignore l'avertissement du vieil homme et frappe lui-même le coup mortel, alors même qu'Ikemefuna lui demande de le protéger. Cependant, plusieurs jours après avoir tué Ikemefuna, Okonkwo se sent coupable et triste. Peu après la mort du jeune homme, les choses commencent à mal tourner pour Okonkwo. Sa fille Ezema tombe malade et on craint qu'elle ne meure. De plus, lors d'une salve d'armes aux funérailles de Zeudu, l'arme d'Okonkwo explose accidentellement et tue le fils de Zeudu.
Okonkwo et sa famille sont envoyés en exil pendant 7 ans pour apaiser les dieux qu'il a offensés. Dans la deuxième partie, nous suivons Okonkwo en exil à Mbonta. Il apprend que des hommes blancs vivent désormais à Umuofia avec l'intention d'y introduire leur religion, une religion nouvelle, le christianisme. Au fur et à mesure que le nombre de convertis augmente, l'emprise des blancs augmente aussi. Et un nouveau gouvernement est mis en place à la tête du peuple subjugué au moyen de la nouvelle religion. La domination étrangère se fait de plus en plus sentir. Le village est forcé de répondre par l'apaisement ou à la résistance à l'imposition de la société naissante, imposée du peuple blanc. La troisième partie aborde le retour d'exil d'Okonkwo, qui trouve son village transformé par la présence des hommes blancs. Après qu'un converti ait commis un acte odieux en démasquant un ancien qui incarne un esprit ancestral du clan, les Gougous, le village riposte en détruisant l'église chrétienne locale. En réponse, le commissaire de district représentant le gouvernement britannique fait emprisonner Okonkwo et d'autres dirigeants autochtones en attendant le paiement d'une amende de 200 cowries. Malgré les instructions du commissaire de district de traiter les dirigeants du Umuofia avec respect, les agents du tribunal autochtone les humilient en leur rasant la tête et en les fouettant. En conséquence, le peuple du Umuofia se rassemble enfin pour ce qui pourrait être un grand soulèvement. Okonkwo, un guerrier de nature et intransigeant sur la coutume et la tradition umuofienne, méprise toute forme de lâcheté et préconise la guerre totale contre les hommes blancs. Quand les messagers du gouvernement blanc essaient d'arrêter le rassemblement, Okonkwo décapite l'un d'eux. Malheureusement, la Fulquarde permet aux autres messagers de s'échapper et ne se bat pas aux côtés d'Okonkwo. Ce dernier se rend compte avec désespoir que le peuple du Umuofia ne va pas se battre pour se protéger. La réponse de sa société à un conflit qui, pendant si longtemps, était prévisible et dicté par la tradition, ne se traduit pas comme il l'espérait, car elle est en pleine mutation. Lorsque le chef local du gouvernement blanc, Grégory Irwin, vient chez Okonkwo pour le traduire en justice, il découvre qu'Okonkwo s'est pendu pour éviter d'être jugé dans un tribunal colonial, pour éviter la honte et la débâcle. Parmi son propre peuple, le suicide d'Okonkwo a terni sa réputation et son statut, car il est strictement contraire aux enseignements des Igbo de se suicider. Le commissaire du district qui s'intéresse aux mœurs primitives des Africains pense que l'histoire d'Okonkwo fera une bonne page dans son livre, ou peut-être un bon paragraphe. Tout s'effondre, ou le monde s'effondre, est une étape importante dans la littérature africaine. Le roman est considéré comme l'archétype du roman africain moderne en anglais. De toutes les œuvres d'Achebe, Le monde s'effondre a suscité le plus de réactions critiques de la part des critiques littéraires. Le roman est largement étudié en Afrique, en Europe, en Inde et en Amérique du Nord, où il a donné lieu à de nombreux travaux analytiques, secondaires et supérieurs. Il a acquis un statut et une réputation similaires en Australie et en Océanie. Voici que nous vous avons proposé un bref résumé de l'œuvre Le monde s'effondre de Chinua Achebe, paru aux éditions africaines, ouvrage composé de 154 pages et de 3 parties. Tout de suite, avec votre permission, Carola Wachi, nous partons pour le mot juste. Le mot juste. Le mot juste. S'exprimer devient un réel plaisir. Avant d'entamer le mot juste d'aujourd'hui, nous ferons un bref résumé du mot juste de la fois passée. Nous nous étions penchés sur l'expression « faire avec les moyens du bord » qui veut dire « on fait comme on peut avec les moyens qu'on a ». Pour aujourd'hui, nous aborderons l'expression « tenir la dragée haute ». Tenir la dragée haute à quelqu'un signifie faire sentir son pouvoir à quelqu'un, faire longtemps attendre quelqu'un et ne lui procurer qu'une petite quantité de ce qu'il attend. Cette expression trouve son origine dans un jeu du XVIIIe siècle. Ce jeu consistait à attacher une confiserie à un fil et à tirer ce fil vers le haut afin d'empêcher les enfants de l'attraper. Ainsi, la personne qui tenait le fil exerçait un certain pouvoir sur les enfants qui cherchaient à s'en emparer. À titre d'exemple, l'exemple suivant. Je suis le fils du roi et je tiendrai la dragée haute à ce rat de notable qui me défie.
Après vous avoir fait part de cette expression que vous pourrez usiter avec aisance, nous passons avec votre permission, cette fois-ci auditeurs et auditrices, du livre de la semaine à la pensée du jour. La pensée du jour. Vivre à l'ombre de la sagesse. Nous avons commencé avec Chinua Achebe et nous terminerons avec Chinua Achebe. Toujours dans son ouvrage Le monde s'effondre, nous allons tirer une pensée, ou dirais-je un aphorisme vraiment important pour ceux qui écoutent le livre de la semaine et qui écoutent en général les 91.7 FM. Je dis, il y a quelque chose de menaçant derrière le silence. Il y a quelque chose de menaçant derrière le silence. Auditeurs, auditrices, le livre de la semaine, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne suite de programmes sur les 91.7 FM Radio Marcory pour un autre ouvrage. Alors, Guy Béranger, j'ai été tellement ébloui par cette présentation de l'œuvre de Chinua Achebe, qui, je le rappelle, est paru aux éditions Présence africaine et qui comporte 3 parties. Voilà, et 254 pages. J'aimerais bien que nous revenions sur un certain nombre de points. Qu'est-ce qu'on peut retenir présentement? Ou bon, pour la première question d'abord, qu'est-ce que l'auteur veut mettre en évidence? L'auteur veut mettre en évidence, d'abord avant de commencer à répondre, ou du moins pas répondre, j'aimerais vous dire merci pour l'opportunité une fois de plus que vous me donnez, Moses de Paname et toi la ravissante Carole Awache, de m'exprimer dans cette belle émission. Eh bien, Chinua Achebe veut mettre en exergue, comme je le disais tantôt, le choc culturel entre 2 peuples, le peuple occidental et le peuple Igbo, qui représente en majorité le peuple africain. Et donc, c'est 2 paradigmes différents qui se croisent, c'est-à-dire un paradigme occidental qui ne considère pas les choses comme le peuple Igbo le considère. Et à travers ce contact qui se crée entre l'Occident qui vient dans une vision d'invasion et les Igbo qui découvrent ces hommes venus de loin, il y a un décalage, parce que les Igbo pensaient dans leur société qu'ils étaient seuls. Par rapport à leurs rites, par rapport à leurs traditions et par rapport au culte de leurs ancêtres, ils faisaient de telle sorte que tout tourne autour d'eux. Ils se croyaient le nombril du monde. Mais ce choc va démystifier cette vision des choses. D'accord. Et dans la 3e partie, on parle des Blancs. Oui, effectivement, c'est ce que je viens de dire. Mais avant tout propos, j'aimerais qu'on revienne à la 2e partie. D'accord. Pour mettre en exergue le fait que dans les sociétés africaines avant, et ça c'est quelque chose que nous devons dénoncer, il y a eu des sacrifices humains. Et donc c'est principalement démontré ici par l'auteur en la personne de Ikemefuna qui est sacrifié par Okonkwo qu'il considérait comme son père. Et donc les sacrifices humains avaient cours. C'est regrettable, mais c'était compréhensible à cette époque-là de culture. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut mettre en exergue, qu'il faut savoir retirer de la culture africaine, même si on veut lui donner tout le sens possible pour que cette culture-là puisse avoir encore ses lettres de noblesse. Super. Eh bien, dans la 3e partie? Dans la 3e partie, toujours, on se rend compte que les nouveaux venus, avec leur religion, dominent. Mais ils dominent au moyen de cette religion. Et juste après la religion, il y a l'administration qui se crée. Donc au fur et à mesure que le nombre de convertis au christianisme augmente, eh bien, l'impact du nouveau gouvernement britannique augmente aussi sur le peuple Igbo. Donc il y a une subtilité dans la manière de spolier la liberté au peuple Igbo. On leur présente d'abord la religion comme un moyen de retrouver Dieu et par la suite, au moyen de cette religion, on les domine. Et donc c'est ce que Chinua Achebe veut mettre en exergue. Et voyez un peu, Okonkwo, qui est un brave homme, veut lutter parce qu'il voit le danger contre les Blancs. Mais lorsqu'il essaie de prendre les choses en main, il est délaissé par son peuple. Résultat des courses, il est obligé de se pendre parce qu'il ne sait pas comment faire pour exister dans cette société qu'il ne comprend pas. Justement, alors la traduction Igbo, il est interdit de se pendre, de se suicider. Alors Okonkwo s'est suicidé. Il s'est suicidé. Alors est-ce que son image a été ternie ou pas? Son image a été ternie effectivement parce qu'il est contraire, comme je le disais tantôt, dans les enseignements des Igbo, qu'un Igbo se pende ou qu'il saute la vie. Parce que la vie est sacrée, il faut reconnaître aussi que dans ces sociétés-là, c'était l'animisme ou le vitalisme qui avait cours. Et donc, il était interdit d'ôter la vie, parce que la vie, c'était l'expression même de la divinité. Donc, tuer la vie, c'était vouloir atteindre, on pourra dire, à la préscience de Dieu. Donc, c'était dangereux ce qu'il avait fait. Ça ternit son image au sein de la culture. D'accord. Merci Béranger. Et qu'est-ce que nous devons retenir? Eh bien, ce que nous devons retenir, férus de littérature, auditeurs et auditrices de la 91.7 FM,
c'est que la lecture nous ouvre les portes de mondes que nous ne connaissons pas toujours. La lecture nous offre la possibilité d'avoir un pied dans le passé et un pied dans le présent. Elle nous permet de percevoir les choses avec, je pourrais dire, orientation. Elle nous permet de savoir où nous nous rendons. Donc ce que je peux dire pour terminer, c'est de suivre cette belle rubrique, le livre de la semaine. Effectivement, c'est la culture. Donc de s'instruire encore et toujours parce que c'est important. D'accord. Et on te retrouve quand? On me retrouve le mercredi pour un autre ouvrage. Est-ce qu'on peut avoir une idée quand même? Bon, cette fois-ci, ça sera une surprise. Une surprise, Oui, une très belle surprise. Une très belle surprise. D'accord, merci Dieu Béranger. Merci à vous, C'est toujours Caroline un Rocher. plaisir de te voir ici, dans notre salon, tout et tout. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Le livre de la semaine. Plongez au cœur du livre tous les mercredis et vendredis de 10h30 à 10h55 dans le salon de Marc Horry. Présentation Aochi Carole et Dieu Béranger.